Cérémonie de clôture de la campagne de vulgarisation du projet de constitution sous la présidence du chef de gouvernement. De la rencontre, on retient que cette campagne de vulgarisation a été une réussite. Au dire des organisateurs, elle a atteint toutes les cibles, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Le ministre en charge de la réconciliation auprès des réfugiés de Mbera en Mauritanie, sur place, le colonel-major Ismaël Ouagé a parlé du projet de constitution à ses compatriotes et a transmis toute la sympathie du président de la transition à leur égard. Cultivons des aliments, pas du tabac, c'est le thème de la journée mondiale sans tabac édition 2023. La journée a été commémorée ce 31 mai par l'OMS, l'occasion de rappeler une fois de plus les effets néfastes du tabac. Vous servir est un réel plaisir pour nous. Bonsoir à vous, merci et bienvenue dans ce journal. D'abord, le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire ce mercredi 31 mai 2023 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte et entendu des communications. Les contenus de ce conseil avec vous, Ibrahim Djombele, bonsoir. Fousseni Tunkara, bonsoir. Oui, nous sommes là avec le même plaisir pour le même rendez-vous. Et comme d'habitude, nous allons ouvrir avec le chapitre des mesures législatives et réglementaires. Et sur le rapport du ministre des Transports et des Infrastructures, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant les modalités de prise en charge du président de la commission d'enquête, des enquêteurs techniques, des enquêteurs de premières informations et des autres membres de la commission d'enquête sur les accidents et incidents d'aviation civile. Le Mali est membre de l'Organisation de l'aviation civile internationale et a adhéré à la Convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale signée le 7 décembre 1944. La norme 3.2 de l'annexe 13 à la Convention de Chicago et les dispositions du règlement numéro 8-2013 CM-UMOA du 26 septembre 2013, portant code communautaire de l'aviation civile des États membres de l'UMOA font obligation aux États membres de mettre en place un service d'enquête sur les accidents et incidents d'aviation civile indépendant des autorités nationales de l'aviation. En application de ces instruments internationaux, la loi numéro 2011-014 du 19 mai 2011 portant un code de l'aviation civile prévoit la création d'un organisme ad hoc indépendant placé sous la responsabilité du ministre en charge de l'aviation civile appelé Commission d'enquête sur les accidents et incidents d'aviation civile. Cette commission est chargée de procéder aux enquêtes techniques relatives aux accidents et incidents d'aviation civile survenus sur le territoire du Mali. Le décret numéro 2022-0682 PTRM du 16 novembre 2022 portant création, organisation et modalités de fonctionnement de la commission d'enquête sur les accidents et incidents d'aviation civile prévoit dans ces dispositions qu'un décret pris en Conseil des ministres fixe les modalités de prise en charge du président de la commission d'enquête, des enquêteurs techniques, des enquêteurs de premières informations et des autres membres de la commission d'enquête. Le projet de décret adopté fixe les avantages accordés au président, aux enquêteurs et aux membres de la commission d'enquête et limite le bénéfice des 10 avantages à la période d'enquête. 2. Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a adopté des projets de textes relatifs à la ratification de l'accord de prêt signé ici à Bamako le 20 février 2023 entre le gouvernement de la République du Mali et le Fonds africain de développement relatif au financement du projet 2 du programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel. Par cet accord, le Fonds africain de développement consent au gouvernement de la République du Mali un montant maximum équivalent à 25 millions d'unités de compte, soit 21 milliards 340 millions 500 000 francs CFA environ. La réalisation du projet, objet du présent financement, contribuera à l'amélioration des conditions de vie et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations au Sahel et
en Afrique de l'Ouest. De façon spécifique, elle permettra d'accroître durablement la productivité et les revenus tirés des chaînes de valeur agro-silvopastorales et halieutiques, de renforcer les capacités adaptatives des populations par une meilleure maîtrise des risques climatiques et d'atténuer les effets du changement climatique. Et sur le rapport du ministre de l'Économie et des Finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation du marché relatif aux travaux d'aménagement des tronçons urbains de la route nationale numéro 27 Bamako-Koulikoro à Bamako. Le marché est conclu entre le gouvernement de la République du Mali et le groupement d'entreprises COVEC Mali et GECA pour un montant de 29 milliards 446 millions 247 778 francs CFA hors taxes et hors douane et un délai d'exécution de 36 mois. La réalisation de ce projet permettra d'améliorer le niveau de service des voiries urbaines et sur les axes concernés, de faciliter la mobilité des populations et de contribuer au développement économique et social du pays. Un projet de décret portant approbation du marché relatif au transport des pèlerins de la filière gouvernementale dans le cadre du Hajj 2023. Le marché est conclu entre le gouvernement de la République du Mali et le groupement Égypte Air Calice Voyage SARL pour un montant de 2 milliards 748 millions 850 000 francs CFA, toutes taxes comprises et un délai d'exécution de 30 jours. Son exécution permettra aux pèlerins de la filière gouvernementale d'accomplir leurs devoirs religieux dans les meilleures conditions possibles à travers notamment la maîtrise des programmes de vol. Au chapitre des communications, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a informé le Conseil des ministres des préparatifs du référendum constitutionnel de juin 2023. La charte de la transition révisée ainsi que la feuille de route assignent entre autres à la transition le lancement du chantier des réformes politiques, institutionnelles, électorales et administratives, l'organisation du référendum et des élections générales. Pour réaliser les réformes et organiser les élections, le gouvernement a adopté le chronogramme des réformes politiques électorales, du référendum et des élections générales. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce chronogramme, le gouvernement a convoqué, à l'issue du processus d'élaboration du projet de constitution par le décret numéro 2023-0276 PTRM du 5 mai 2023, le collège électoral à l'effet de se prononcer sur le projet de constitution le dimanche 11 juin 2023 pour le vote par anticipation des membres des forces de défense et de sécurité le dimanche 18 juin 2023 pour les autres électeurs. Plusieurs activités ont été réalisées à la date d'aujourd'hui pour l'organisation de ce scrutin. On peut noter, entre autres, la mise à jour du fichier électoral, l'adoption de la décision fixant le modèle et le libellé de la carte d'électeur biométrique, la confection et la personnalisation de cartes d'électeurs biométriques, l'adoption de la décision fixant les modalités de distribution des cartes d'électeurs biométriques à l'occasion du référendum et l'impression des listes électorales, des extraits de listes par bureau de vote et des listes d'émargement, la nomination des membres des coordinations de l'autorité indépendante de gestion des élections à l'intérieur, la formation des formateurs et la constitution d'un pôle de formateurs par région, le renforcement des capacités des membres du collège de l'autorité indépendante de gestion des élections, du secrétariat général, des chefs de département et autres personnels, et l'élaboration de la décision fixant le modèle de procès verbal des opérations référendaires, et l'élaboration de la décision fixant le modèle de la procuration à l'occasion du référendum, le déploiement du matériel et des documents du scrutin avec l'appui de l'armée de l'air au moyen des avions et des hélicoptères dans le cadre de l'opération Tilekura dans les cercles suivants: Tombouctou, Diré, Gao, Ansongo, Bouré, Mopti, Bandiangara, Bankas, Djéné, Douanza, Koro, Téningou et Youarou. La mise à disposition du matériel et des documents du scrutin à toutes les missions diplomatiques
et consulaires et l'élaboration des critères et modalités d'accréditation des observateurs. Et toutes ces activités sont menées dans une parfaite synergie avec l'autorité indépendante de gestion des élections. Le gouvernement rassure l'opinion que toutes les dispositions sont prises pour la bonne tenue du référendum à travers la sécurisation des opérations par les forces de sécurité, de défense et de sécurité. Le ministre des Transports et des Infrastructures a informé le Conseil des ministres du démarrage imminent du trafic ferroviaire voyageurs. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'urgence de relance du trafic ferroviaire, une convention d'exploitation du trafic ferroviaire de voyageurs et de marchandises a été approuvée par le Conseil des ministres en sa session du 24 mai 2023. Cette convention confie la gestion du dit trafic à la Société du patrimoine ferroviaire du Mali pour une durée de 3 ans renouvelable après évaluation. Dans le souci de répondre aux besoins des populations des régions de Kayes, Kita et Koulikoro traversées par les rails, la Société de patrimoine ferroviaire du Mali envisage d'effectuer le premier voyage commercial du train voyageur le vendredi 9 juin 2023. À cet effet, le train prendra les départs à la gare de Kayes à destination de la gare de Bamako. Le gouvernement remercie la population pour son accompagnement qui a permis de lever au fur et à mesure les entraves à la relance effective du trafic. Le ministre de l'Éducation nationale a informé le Conseil des ministres de la poursuite des activités liées aux examens, à l'instar des épreuves du diplôme d'études fondamentales qui se sont déroulées du 22 au 24 mai 2023. Les épreuves écrites et pratiques du certificat d'aptitude professionnelle ont débuté le lundi 29 mai 2023 dans toutes les académies d'enseignement du Mali. Le gouvernement rappelle que tous les examens sont entourés de la même rigueur et du souci de transparence pour des résultats propres qui reflètent le niveau des apprenants dans le cadre de l'amélioration de la qualité du système éducatif. Le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle a informé le Conseil des ministres du lancement du 13e programme de stage de formation professionnelle au bénéfice de 2000 jeunes diplômés. Le stage de formation professionnelle est une sous-composante du programme Emploi Jeune 2 et qui vise à renforcer l'employabilité des jeunes diplômés en leur offrant la possibilité d'avoir une première expérience professionnelle. Il a été ainsi initié par l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes en 2005 et institutionnalisé en 2008. Le dit stage s'effectue dans les structures publiques, parapubliques, les ONG, les organisations consulaires et les fêtières. Les diplômés concernés par le programme sont les détenteurs du CAP, du BT, du DUT, de la licence professionnelle, de la maîtrise, du DEA et du doctorat. De son institutionnalisation à ce jour, 12 programmes ont été mis en œuvre et qui ont concerné 42 266 jeunes diplômés sur toute l'étendue du territoire national. Aussi, convient-il de noter que de son démarrage à ce jour, le programme a toujours accordé 51% des effectifs sélectionnés aux femmes. L'évaluation des 6 premiers programmes réalisés en 2013 a révélé que 30% des jeunes qui ont pris part au programme parviennent à trouver un emploi salarié ou créent les conditions de leur propre insertion professionnelle. L'évaluation des 7e, 8e, 9e et 10e programmes réalisés en 2020 a conclu que 83% des jeunes qui ont pris part ont trouvé un emploi grâce au stage. Fort de ces enseignements et de l'engouement des jeunes diplômés pour le programme, le ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle, à travers l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes, envisage de lancer le 13e programme de stage de formation professionnelle et qui concernera 2000 jeunes diplômés âgés de 15 à 40 ans. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus marquée par une diminution du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi à vous, Foussine Toukara, et bonne suite des journaux. Merci beaucoup, Ibrahim Djambeli.
Le président du Conseil national de transition, le colonel Malik Diaw, a reçu ce mercredi en audience deux personnalités. Il s'agit en l'occurrence de Abdoulaye Pounan, président de la Chambre des mines du Mali, et El Hadji Seydou Patrice Dambélé, à la tête du bureau de l'amicale des anciens militants et sympathisants des élèves et étudiants du Mali. Le compte rendu de ces audiences avec Modibo Mariko. C'est un président de la Chambre des mines préoccupé qui a franchi les portraits du président du CNT, préoccupé non seulement par les problèmes qui assaillent de façon générale les secteurs miniers, mais aussi et principalement de la question de la suspension des permis miniers. La double suspension d'attribuer le permis aux usagers et ensuite de permettre à ces usagers qui disposent déjà de leur permis de renouveler leur permis. Par exemple, la convention d'établissement, elle est digée, c'est une convention unique. Nous, on souhaiterait que la convention soit deux, qu'il y a une convention pour la recherche et qu'il y ait une convention pour l'exploitation. Parce qu'entre la recherche et l'exploitation, il y a à peu près 10 ans. Et au cours de 10 ans, tout peut se passer. Donc, on a proposé au président du CNT de nous aider à ce qu'un toilettage digne de ce nom puisse être fait au niveau du code minier pour qu'on puisse avoir un code attrayant. Des préoccupations pour le secteur minier, mais aussi dans le monde de l'éducation. L'AMSUNEM, amicale des anciens militants et sympathisants de l'Union des élèves et étudiants du Mali, en tant qu'association apolitique et partenaire de l'école, s'est fait le devoir de tirer la sonnette d'alarme par rapport aux problèmes de notre système éducatif, mais pas seulement. Nous supportons cette transition-là. Nous supportons ces jeunes officiers qui, à un moment donné, ont pu mettre fin à un certain nombre de choses qui se passaient. J'ai dit, je le répète, le référendum casse des verrous à certains points. Cela aussi est nécessaire d'être dit dès maintenant. Donc nous, en tant qu'AMSUNEM, nous sommes décidés, nous avons déjà commencé à faire la vulgarisation, la sensibilisation partout où nous sommes. Les membres de l'AMSUNEM n'avaient pas que des problèmes à évoquer au CNT. Ils avaient aussi dans la besace des cadeaux, un boubou traditionnel, des blocs-notes avec l'effigie de leurs camarades de lutte Cabral, mais aussi les bonnets emblématiques de l'association. Des cadeaux qu'ils ont offerts au président Malik Diaw au cours de cette audience. Lesquels Tamashek Noir étaient face au chef de gouvernement au cours de la rencontre. Ils ont réaffirmé leur engagement à soutenir les autorités de la transition. Le chef du gouvernement a demandé à ses hôtes de maintenir cette dynamique. Alucine Touré. La communauté Keltamachek Noir revendique plus de 4,5 millions de membres. Cependant, elle dit souffrir d'un manque de visibilité, d'attention et d'intérêt, ce qui ne l'empêche pas d'être un acteur engagé dans le développement de la mère patrie. Cette forte délégation est porteuse des remerciements et du soutien sans réserve de la communauté noire Keltamachek pour les efforts de tout genre consentis par les autorités de la transition en vue de la sécurisation, de la pacification, la stabilisation et le développement économique et social de notre cher pays. Elle est active pour l'émancipation de ses membres, pour le développement de la démocratie, dans la lutte pour la promotion et la protection des droits de l'homme. Vous êtes des citoyens à part entière de ce pays, au même titre que tous les citoyens appartenant aux autres communautés, dira le Premier ministre, qui a mis l'accent sur les liens profonds qui unissent toutes les communautés maliennes. Aussi a-t-il demandé à ses vis-à-vis de s'investir fortement dans l'appropriation des réformes en cours. Personne ne vous a précédé sur le territoire malien. Parmi les premiers habitants de notre territoire, c'est votre communauté. Souvent, ce n'est pas reconnu parce que les gens ne savent même pas souvent. Mais le Mali aujourd'hui, c'est un melting pot. Le Mali appartient à toutes les communautés. Personne n'est plus malien que d'autres. De même que vous n'êtes pas plus malien que quelqu'un d'autre, personne n'est plus malien que vous. Tout est une question d'évolution de la société. Je pense que le fait simple de vous retrouver ensemble, vous organiser, réclamer certains droits, c'est tout à fait normal. Mais que chacun comprenne que s'il veut vivre en paix, il veut vivre en paix, en harmonie avec tout le monde.
faut que chaque composant de notre société ait le sentiment qu'elle est considérée, elle occupe sa place, qu'elle doit être considérée comme tous les autres. Une attestation décernée au Premier ministre lors de la rencontre de Gao et un document contenant les recommandations et revendications ont été remis au Premier ministre en guise d'encouragement. Le ministre en charge de la réconciliation nationale s'est rendu ce matin au camp des réfugiés de Mbera en Mauritanie. Il s'agissait pour le colonel-major Ismaël Ouagué d'échanger avec ses compatriotes sur le contenu du projet de constitution. Boubacar Bablin Touré de retour de Mbera pour plus de détails. Le ministre en charge de la réconciliation nationale à la rencontre des réfugiés maliens à Mbera dans la région de Bassikounou en Mauritanie. Le chef du département est porteur de messages. Ce qui m'amène ici chez vous aujourd'hui, c'est non seulement de vous faire passer un bon message du président de la transition, qui pense éternellement à vous. Vous faites partie de ses préoccupations et sa priorité, c'est créer les conditions qu'il faut pour que vous soyez les bienvenus chez vous au Mali. Le second exercice, à l'issue de la vulgarisation aujourd'hui, il y a la campagne qui sera ouverte du 2 au 16 juin, où le référendum sera le 18 juin. Il vous est demandé de participer massivement au référendum de la Constitution. Et j'ose compter sur les uns et les autres pour expliquer le contenu aux autres dans les langues qu'ils maîtrisent le mieux. La République du Mali sera éternellement reconnaissante à son ami et son voisin de la Mauritanie. Puisque chaque Malien, où qu'il se trouve, compte pour les autorités de la transition, il était important, voire impératif, de vulgariser le contenu du projet de constitution auprès des concitoyens vivant dans les camps de réfugiés. Il s'agit entre autres de la promotion de nos langues nationales, l'équipement et la formation obligatoire des forces armées et de sécurité du Mali, le mariage homme-femme. Des explications qui ont édifié plus d'un. Nous n'avons pas compris surtout le point de la laïcité. Et ça a été expliqué par l'éminent juriste qui a décortiqué le sens de... Et nous avons aussi compris le sens, pourquoi on met en place une nouvelle constitution. Le ministre Ouagué a saisi l'occasion pour recenser les difficultés que les 90 000 réfugiés maliens du camp de Mbera sont confrontés. En vue de la bonne tenue du référendum, le ministre en charge de la réconciliation leur a remis des exemplaires du projet de constitution. Dans le cadre des activités de vulgarisation du projet de constitution, le ministre délégué auprès du ministre de la Santé et du Développement social chargé de l'action humanitaire, de la solidarité des réfugiés et des déplacés s'est rendu en République islamique de Mauritanie. Le ministre Diarra a rencontré la communauté malienne. Il a échangé avec elle sur les actes majeurs posés pendant la transition et au cours de la transition et les grandes innovations du projet de constitution soumis au vote référendaire. L'exercice du ministre Diarra a été fortement salué par les concitoyens. Je vous l'annonçais dans les titres, clôture cet après-midi au CICB de la campagne de vulgarisation du projet de constitution sous la présidence du chef de gouvernement, Dr Choguel Kokala-Maïga. De la rencontre, on retient que cette campagne de vulgarisation a été une réussite. Au dire des organisateurs, elle a atteint toutes les cibles. Écoutons le Premier ministre des propos recueillis par Alou-Sédine Touré. C'est un immense bonheur pour moi, mesdames et messieurs, de constater que les actions programmées ont été des moments d'affirmation, voire de réaffirmation de la volonté de refondation exprimée par le peuple malien lors des assises nationales de la refondation, les ANR. Cet exercice d'échange avec les forces sociales et politiques de notre pays, instruit par le chef de l'État, président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a été magistral grâce à l'engagement et la détermination de tous et de chacun pour soutenir le projet de refondation. Il m'est donc très agréable aujourd'hui d'exprimer mes sincères remerciements à toutes les Maliennes et à tous les Maliens pour leur participation effective aux différentes activités de vulgarisation
du projet de constitution, aussi bien à Bamako, dans les régions que dans les pays de forte concentration où vivent les Maliens. Permettez-moi aussi de renouveler mes remerciements aux membres du comité de pilotage de vulgarisation du projet de constitution pour l'immense travail abattu avec abnégation. Travail dont ont si heureusement profité nos compatriotes à l'intérieur et ceux établis à l'extérieur. En ces instants si exceptionnels, mesdames, messieurs, je voudrais témoigner de l'engagement remarquable des femmes et des jeunes tout au long du processus d'application de la Constitution et de saluer ici la détermination constante dont ils ont fait preuve pour l'avènement du Malikoura depuis l'instauration de la rectification de la transition en juin 2022. Après la région de Gao, le ministre en charge de la communication et son collègue de la réconciliation sont arrivés à Ménaka, une mission qui s'inscrit dans le cadre de la vulgarisation du projet de constitution. Mohamed Lamine Maïga. Arrivés à Ménaka, les ministres ont été reçus par les autorités coutumières, politiques et administratives de la région. C'est un accueil de grand jour qui a été réservé aux ministres et à la délégation. Le maire de la commune de Ménaka dira que Ménaka est prête pour le référendum du 18 juin prochain. Nous allons mourir derrière le Mali. Ça, c'est un engagement pour toute la population de Ménaka. Que les gens sachent qu'aujourd'hui, nous recevons la transition. Que la transition compte sur la population de la région de Ménaka. Nous rêvons d'un Mali de paix, de cohésion, gage d'un développement durable et harmonieux. Le ministre en charge de la communication a rappelé les raisons de cette mission. Nous sommes venus pour vous parler de ce projet de constitution, de vous dire d'où il vient, comment il a été pensé, qu'est-ce qu'il contient d'ancien, mais qu'est-ce qu'il contient également de nouveau. Susceptible de vous convaincre que ce projet de constitution, c'est la chance du Mali d'aujourd'hui et de demain. Les dispositions innovantes de cette constitution, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a l'habitude de nous dire aucune vie, aucun droit humain ne vaut la vie d'une nation tout entière. La délégation conduite par le ministre en charge de la communication a remis des lots de projets de constitution aux chefs de l'exécutif régional et aux responsables politiques. Retour sur la cérémonie de clôture de la campagne de vulgarisation du projet de constitution, une occasion mise à profit par le chef du gouvernement de s'exprimer sur certains sujets d'actualité, au nombre desquels des propos prononcés contre notre pays et notre armée. Le chef du gouvernement a répondu vigoureusement à ces accusations et allégations sans fondement suivant. L'actualité politique oblige. Nous avons aujourd'hui des citoyens de 3 pays, Messieurs Jean, John et Johnny, en campagne contre le Mali et contre ses forces armées et de sécurité. Vous vous souviendrez déjà, le 4 juin 2021, j'avais dit que le Mali devait avoir la liberté de scruter d'autres horizons, d'être plus libre. Le 4 juin, je n'étais pas encore Premier ministre, mais on savait plus ou moins ce qui se dessinait. En 2021, vous vous rappelez bien quand j'étais à Kita, à la faveur de la fête du coton, j'ai rappelé aux Maliens que chaque fois dans l'histoire qu'un Africain se tienne debout, les colonisateurs ont utilisé des Africains pour l'anéantir.
Je peux citer à flot des exemples. Je vous en cite un que tout le monde connaît. En tout cas, si tout le monde ne connaît pas, ceux qui connaissent l'histoire, Firoun, tous les enfants en parlent. Firoun a été assassiné pour le compte des colonisateurs par des Africains. Donc chaque fois, j'ai interpellé un ministre qui considérait que la mobilisation patriotique du 14 janvier 2022, par lequel les Maliens ont pris leur destin en main, il s'est permis d'aller à l'extérieur, se mettre à côté des ministres d'un pays non africain, et comme s'il était obligé d'attaquer les Maliens, dire que c'est un patriotisme frélaté. Je lui ai répondu du tic au tac. Il ne connaît pas ce que c'est que le patriotisme. Le patriotisme, soit il est là ou il n'est pas. Il ne peut pas être frélaté. En tout cas, pas au Mali. Récemment, quand j'ai vu une interview où j'ai entendu le président du même pays nous rappeler que nos forces armées de sécurité sont plus faibles que les terroristes. Que les terroristes sont plus forts, sont plus aguerris, sont plus forts que nos armées. Mais en période de guerre, ça c'est l'intoxication, c'est la guerre psychologique contre son armée. Dans des bataillons de guerre, c'est lui qui se met à faire une propagande pour démontrer que les soldats sont inférieurs. Il pactise avec l'ennemi, volontairement ou non. L'armée malienne, en tout cas en ce qui la concerne, même si on dit en Bambara que ce qui vous est destiné à vous le connaissez, même si on ne vous dit pas, nous savons à qui ces mots ont été adressés. Notre armée n'a rien à voir avec ces propos. Nous avons confiance totalement à notre armée et la preuve est faite que c'est aujourd'hui elle qui terrorise les terroristes, qui sont obligés aujourd'hui d'aller s'en prendre aux cibles molles. Donc, cette histoire des terroristes plus forts qu'une armée, je crois que c'est ailleurs. Ils le tiennent pour dire, c'est pas chez nous au Mali. Le monde paysan et les cadres du développement rural devant le ministre du Développement rural sur la table d'échange et le projet de constitution qui sera soumis au vote le 18 juin prochain. Souleymane Kenza Sidibé. Le processus de rectification de la transition marque un tournant décisif dans l'affirmation de soi, volonté manifeste des Maliens de se prendre en main, de s'affirmer en tant que nation, nous concerne le ministre délégué chargé de l'élevage et de la pêche, vouloir nous prendre en charge par nous-mêmes et pour nous-mêmes, pas certainement par l'adoption du projet de constitution le 18 juin prochain, d'où la séance de vulgarisation du projet. L'actuel projet de constitution comporte plusieurs innovations. Renforce le patriotisme et la souveraineté par la consécration des principes qui guident l'action publique, à savoir le respect de la souveraineté de l'État, le respect des choix souverains du peuple, la défense de ses intérêts. Il faut noter que la Constitution de 1992 avait certaines parties à parfaire. Pour preuve, 3 présidents ont tenté de la réviser sans succès, admet le ministre du Développement rural pour qui le présent projet de constitution est vital pour le pays. Cette constitution qui permettra à notre pays de consolider sa souveraineté, de renforcer la cohésion sociale. On a besoin de cela. Sans cette entente, cette cohésion, cette souveraineté, aucune activité économique, aucune activité sociale, aucune activité politique ne pourra se passer de façon convenable dans notre pays. Schopenhauer, le grand penseur, disait des nations que la volonté fait qu'elles se maintiennent ou qu'elles disparaissent. La campagne pour le référendum s'ouvre le vendredi prochain, le 2 juin. Le cadre de concertation des femmes des partis politiques a réuni ses membres hier pour une session d'information sur le projet de constitution. L'objectif est de permettre à ces femmes de mieux s'imprégner du contenu du document. Koumba Sissé. Ce groupement des femmes leaders entend informer ses membres sur le projet de constitution et d'autres sujets relatifs aux questions genre. La présente session consistera donc à informer et sensibiliser les femmes des partis politiques et de la société civile sur le contenu du projet de la constitution. Permettre aux populations de disposer les informations fiables pour voter en connaissance des causes. Il s'agira pour vous
d'examiner profondément le projet de constitution de façon générale, mais surtout spécifiquement sous l'angle genre, en faisant ressortir les aspects relatifs au genre, à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes. Ce projet de constitution prévoit la promotion des droits des femmes, de l'enfant et des handicapés. La constitution, plus qu'une priorité, est une impérieuse nécessité pour la reconstruction de l'État et de la nation. Je voudrais donc vous engager davantage à assurer sa large diffusion. Dans cette démarche, le cadre de concertation des femmes des partis politiques est soutenu par la MINUSMA et durant 3 jours, les débats seront animés par 2 experts constitutionnalistes, à savoir le professeur Ibrahim Ndiaye et Maïmouna Niari. Tous 2 feront la lumière sur les zones d'ombre du document et les discussions doivent également porter sur les perspectives genre 2023-2024. Les responsables de la Direction nationale des eaux et forêts ont initié une journée d'appropriation du projet de constitution à l'endroit des élèves, agents et anciens forestiers. La session de vulgarisation a été organisée au Centre de formation et pratique forestier de Tabakoro. Mohamed Naman Keita. Officiers, sous-officiers, élèves et forestiers à la retraite sont venus s'imprégner du contenu du projet de constitution. Une initiative de la Direction nationale des eaux et forêts. Et l'exercice d'explication est confié aux conférenciers de l'Alliance Mali-Tagné. Nous avons parlé de ce projet, les innovations les concernant dans un premier temps. En ce qui concerne l'introduction de l'environnement au niveau du Conseil économique, social, environnemental et culturel, c'est une grande innovation parce que ça n'existait pas. Ensuite aussi la mobilisation des citoyens aux côtés des FAMA dans le cadre de la défense de la patrie. Avec l'explication du conférencier, ce que j'ai compris, il y a eu beaucoup de discussions sur la laïcité et ça a été bien expliqué. Les gens ont compris et puis ça s'est bien passé aussi. La partie qui m'a surtout plu, c'est l'interdiction de la double nationalité pour les candidats à l'élection présidentielle. Et ce qui nous a surtout plu dans ce projet de constitution, ça c'est le fait que maintenant, il y a l'environnement qui s'ajoute à la dénomination du Conseil économique, social et culturel. Maintenant, c'est le Conseil économique, social, environnemental et culturel. Donc, ça prouve que les plus hautes autorités de ce pays accordent davantage, beaucoup plus d'attention aux questions environnementales. Les forestiers repartent renforcés avec déjà une idée du choix à faire le 18 juin. Le Parti socialiste PS Yelenkoura a 10 ans. Ce 10e anniversaire est une occasion pour le parti de réitérer son adhésion aux réformes actuelles enclenchées par les autorités de la transition. Pour plus de détails, écoutons le secrétaire général du parti PS Yelenkoura, Beidi Djakite, au micro de Abdul Karim Kaba. Sur le plan politique et institutionnel, le parti se réjouit de la volonté des autorités de la transition de procéder à des réformes majeures comme l'adoption de la nouvelle loi électorale et l'élaboration du projet de constitution qui sera soumis au référendum le 18 juin 2023. Le PS Yelenkoura, à travers le cadre d'échange des partis politiques et associations pour le retour à l'ordre constitutionnel, a participé à la commission de finalisation du projet de constitution. Après avoir analysé le contenu de ce projet de constitution et après consultation des militantes et militants du parti PS Yelenkoura, le parti a constaté des avancées qui renforcent les institutions de la République et consolident la démocratie. Eu égard à ces constats, le bureau politique national du parti invite l'ensemble des militantes et militants du parti à se mobiliser pour un vote massif.
présent, c'est communiqué émanant de l'ambassade du Mali en République islamique de Mauritanie. Dans un communiqué paru le 30 mai 2023, la Direction générale de la Sûreté nationale de la République islamique de Mauritanie a déclaré avoir constaté la participation d'un certain nombre d'étrangers et résidents sur le territoire national aux troubles récents dans des villes de la Mauritanie. Face à cette situation, l'ambassadeur de la République du Mali en République islamique de Mauritanie invite instamment tous les Maliens établis en Mauritanie à la prudence en évitant soigneusement de prendre part à ces événements. Enfin, l'ambassadeur demande à tous les Maliens de respecter scrupuleusement les lois du pays d'accueil et de se conformément aux instructions des hautes autorités du Mali. L'ambassadeur s'est compté sur la bonne compréhension et le respect de la teneur du présent communiqué. Cérémonie de prestation de serment des membres de l'autorité indépendante de gestion des élections dans la capitale de l'Or Blanc et à Tombouctou. Le compte rendu avec Brahima Kone et Najim Baba Sissé. C'est Mohamed Ag Mohamed Ali qui a été désigné par ses pairs membres à la tête de la coordination régionale de l'Èche Tombouctou. Son choix est le fruit d'un large consensus. Il dirige un bureau de 7 membres, dont une femme. La mise en place de ce bureau a été précédée par la remise des actes de nomination à l'ensemble des membres désignés des coordinations niveau région, cercle et commune. Le peuple malien a des attentes en ce qui concerne le fonctionnement de l'EJ, en ce qui concerne la gestion des élections par l'EJ. Et ces attentes ne peuvent jamais être comblées sans vous qui êtes les membres des différentes coordinations de l'EJ. Une étape non la moindre, c'est la prestation de serment par les membres des différentes coordinations devant le président du tribunal de grande instance de Tombouctou, Boulaye Samaké, qui a attiré toute leur attention sur l'importance de cet engagement. C'est une lourde responsabilité qui pèse sur leurs épaules. Et la confiance placée en eux, je vais parler des hommes et des femmes ici présents, que ce n'est pas une petite charge. J'ai compris que vraiment c'est des gens qui ont compris la mission et qui sont déterminés, qui sont engagés pour le Mali. L'administration, pour sa part, s'active déjà à appuyer le bureau de la coordination en facilitant son installation dans un bref délai. Ces membres de la coordination locale de l'autorité indépendante de gestion des élections EJ du cercle de Koutiala ont juré d'accomplir leur mission dans les règles de l'art. Malgré les délais impartis courts, mais c'est un engagement des hautes autorités de la République de pouvoir honorer leurs paroles et nous nous engageons. En plus des 7 membres de la coordination locale de l'EJ du cercle de Koutiala, 252 agents des autres circonscriptions électorales de la région devront prêter serment. Tous ont été choisis conformément aux critères de compétence, de moralité et de probité. Ils doivent exercer leurs fonctions dans l'intégrité, l'impartialité, la neutralité et observer l'égale distance des partis. Cette prestation de serment est un signal fort qui contribuera à la bonne exécution du processus électoral de notre pays. La coalition pour l'observation citoyenne des élections au Mali, COSEM, renforce les capacités des membres de ces différentes coordinations régionales. C'est à la faveur d'un atelier de formation. Mamadou Fane. Le renforcement de la démocratie passe par une bonne organisation d'élections crédibles dans un climat apaisé. C'est pour cette raison que le rôle des observateurs électoraux est déterminant. En prélude au prochain référendum, la coalition pour l'observation citoyenne des élections au Mali, COSEM, outille ses différentes coordinations régionales. Elle a pour objectif principal de renforcer les capacités des équipes des différentes coordinations régionales et du district de Bamako pour une meilleure observation de tout le processus du référendum. La méthodologie de la formation consistera à des présentations suivies de discussions. Les présentations porteront sur, entre autres, l'évaluation du projet de l'observation du référendum, le chronogramme des opérations référendaires, le cadre légal de législation référendaire, la méthodologie d'observation pré-référendaire.
Cette session de formation de 2 jours est donc l'occasion pour la COSEM d'analyser les forces et les faiblesses du mécanisme d'observation et de présenter sa stratégie d'observation. La démocratie forte, c'est une démocratie qui place au centre de son agir le citoyen. Et vous êtes les voix des citoyens maliens. Et à travers votre action, vous avez contribué depuis 2018 à créer les conditions objectives d'une transparence dans l'ensemble des processus. La COSEM est une plateforme de 5 organisations de la société civile. Depuis sa création, elle a participé à l'observation de plusieurs élections au Mali et partage son expérience avec d'autres pays. Les aéroports du Mali ont fait un total bilan de plus de 15,95 milliards de francs CFA en 2022. La direction générale a tenu ce mercredi la 67e session du conseil d'administration de la structure. Il ressort de la rencontre que 2022 a été une année de reprise après la crise de la pandémie du Covid-19. Salimata Ndao pour les précisions. Organisés en direction générale, les aéroports du Mali sont au nombre de 9. Créés en 1970, les aéroports du Mali sont lancés depuis quelques années dans une dynamique d'évolution. Les états financiers de l'an dernier sont examinés au cours de la 67e session ordinaire du conseil d'administration de l'entreprise. Elle a enregistré en 2022 un total bilan de plus de 15 milliards de francs CFA et un résultat net d'environ 1 milliard 270 millions. Nous pouvons dire aisément que les résultats de 2022 sont positifs. Dans le domaine de la formation du personnel, nous avons fait des efforts extraordinaires et nous avons atteint un niveau de formation de 93% du personnel des aéroports du Mali. Nous avons aussi assuré le maintien et l'amélioration du niveau de service au niveau des aéroports du Mali, que ce soit à Bamako ou les aéroports de l'intérieur. Cette année est celle des grands investissements pour les aéroports du Mali. De gros chantiers sont en cours d'exécution ou en vue à Bamako comme à l'intérieur du pays. Pour 2023, nous avons déjà de bonnes nouvelles, à savoir l'augmentation du nombre de trafic, du nombre de passagers. Et ça, c'est un facteur qui est important pour l'aéroport du Mali, parce que les redevances sont liées à ça. Nous avons concrétisé aussi le processus de certification de l'aéroport international président Modibo Keïta. Et nous avons décidé aussi, pour améliorer davantage encore l'arrivée dans certains aérodromes comme l'aéroport de Nioro du Sahel, nous avons décidé de créer un salon VIP et les travaux vont démarrer d'un moment à l'autre. Quant à l'aéroport de Caille, il y a eu de nettes améliorations également là-bas parce que nous comptons dans un avenir proche que le trafic international puisse se passer par là au lieu de venir à Bamako. Quant à l'aéroport de Sikasso, effectivement, des améliorations aussi sont visibles là-bas parce que nous aurons la chance aussi extraordinaire d'avoir l'armée de l'air aussi qui va s'y implanter. Le Hajj se prépare. Cette année, plus de 13 000 pèlerins maliens sont attendus en Arabie Saoudite. Le PDG des aéroports du Mali rassure les fidèles musulmans. Tout est prêt pour un service de qualité au départ et à l'arrivée. Demain, jeudi 1er juin, sera célébrée la journée mondiale du lait sous le thème « Le lait local, facteur de développement, enjeux et perspectives ». À l'occasion de cette journée, le ministre du Développement rural a fait un message. De cette adresse, on retient que le Mali investit chaque année plus de 15 milliards de francs CFA dans l'importation du lait. Face à cette situation, le gouvernement oriente sa politique vers l'insémination artificielle avec l'utilisation des nouvelles technologies pour augmenter la production laitière au Mali. La synthèse, bien sûr, le compte-rendu du message du ministre du Développement rural avec Awadit Makamara. Au Mali, la consommation moyenne du lait par personne est en deçà des normes de la FAO. L'organisation onusienne recommande 62 litres par personne et par an. Dans notre pays, les chiffres tournent autour de 30 litres. Le paradoxe est que le Mali dispose d'un important cheptel. Ce n'est pas tout, ce sont des dizaines de milliards de francs CFA qui sont débloqués pour l'importer. La célébration de la Journée mondiale du lait est une occasion pour les gouvernements de revoir leur politique. Pour inverser cette tendance, le gouvernement a adopté en novembre 2008 la stratégie de valorisation du lait cru local avec pour ambition d'accroître sensiblement la production locale, d'assurer l'accessibilité du lait local pour les industries de transformation et de réduire à terme la facture laitière.
L'un des piliers essentiels de la politique de modernisation mise en place par le gouvernement est l'amélioration du potentiel génétique des animaux à travers la pratique de l'insémination artificielle. C'est pourquoi, depuis un certain temps, le gouvernement intensifie les actions afin de valoriser la production laitière au Mali, des initiatives qui cadrent bien avec le thème de la 18e édition. La commémoration est placée sous le thème « Le lait cru local, facteur de développement, enjeux et perspectives ». Le choix de ce thème se justifie d'une part par l'importance du lait dans l'économie des ménages et la nécessité de mobiliser davantage des ressources dédiées à la promotion des chaînes de valeur du lait local et d'autre part en vue d'améliorer l'offre et la qualité des produits offerts à la consommation. Toutes choses qui devront permettre d'augmenter la consommation du lait conformément aux recommandations de la FAO. Cultivons des aliments, pas du tabac. C'est le thème de la journée mondiale sans tabac édition 2023. La journée a été commémorée ce 31 mai par l'OMS, occasion de rappeler une fois de plus les effets néfastes du tabac. Baraki Sawatara. Si jeunesse savait, vieillesse pouvait. C'est en ces termes que Dr Nazoum Diarra, ancien fumeur, a exprimé son regret d'avoir fumé pendant plus de 35 ans. C'était en Thaïlande, à Bangkok. Je suis allé avec le paquet. J'ai pris une cigarette. J'ai fumé la moitié. Et la moitié, j'ai mis sur le paquet. Et j'ai mis le briquet. Et c'était en 2004. Et depuis lors jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus jamais fumé de la cigarette. Arrêter de fumer, ce n'est pas un problème. Il suffit seulement de prendre la décision. Chaque année dans le monde, près de 6 millions de personnes meurent en raison du tabagisme et plus de 600 000 sont des non-fumeurs. Cette campagne 2023 vise à mettre des plans et stratégies en place afin que les consommateurs renoncent d'eux-mêmes au tabac. Cette campagne encourage les gouvernements à mettre fin aux subventions accordées à la culture du tabac et à utiliser les économies réalisées pour aider les agriculteurs à passer à des cultures plus durables. L'Organisation mondiale de la santé reste déterminée à apporter son appui aux États membres pour qu'ils puissent remplir leurs obligations en vertu de la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac. Ces obligations comprennent l'élaboration et la mise en œuvre de programmes visant à promouvoir le sevrage tabagique. L'OMS a surtout félicité le Mali qui a été parmi les premiers pays de la région africaine à adopter une loi anti-tabac suivie des mesures d'application. La lutte anti-tabac est multisectorielle et s'articule autour de certaines stratégies, entre autres la lutte contre le commerce illicite du tabac, la réduction de la consommation, la taxation des produits du tabac, les interdictions formelles et les parrainages, les publicités, etc. Un monde sans tabac est-il possible? En tout cas, le défi est lancé par les autorités sanitaires. Point Covid du jour, les services de santé n'ont enregistré aucun cas positif sur 65 tests réalisés, 0 patient guéri et 0 décès. À ce jour, aucun patient n'est sous traitement. En troisième région, c'est le centre de santé de référence de Yorosso qui a remporté le prix du meilleur centre en termes de production et d'utilisation des données sanitaires de qualité. Il a été choisi parmi 6 CCRF de la région. Moussokoro Sérémé. Pour cette édition 2022, ils étaient au total 63 CESCOM éligibles sur 272 et 6 CCRF sur 10 de la région de Sikasso à se faire évaluer sur la qualité de leurs données dans le logiciel de gestion de l'information sanitaire des districts. Les actions qui ont conduit à cet effet sont les efforts conjugués par le personnel de santé sur la collecte des données, la saisie des données et les réunions combinées. Ceux qui ne le font pas à temps, de les ramener à apporter leur rapport avant le 10 ou le 15 de chaque mois et former encore les nouveaux points focaux qui restent pour qu'ils puissent se mettre à saisir aussi les données.
C'est depuis 2016 que le Mali a effectué un changement d'application de collecte et d'analyse des données pour mieux renforcer son système d'information sanitaire. Et ce processus est le résultat d'une collaboration entre le ministère de la Santé et du Développement social et l'USAID Chissou. La production des données de qualité et leur utilisation reste toujours un défi majeur à relever. Votre responsabilité est désormais grande, car vous devez demeurer de véritables modèles pour susciter une émulation et s'aimer les graines de l'excellence. L'efficacité d'un système de santé repose sur sa capacité à produire des informations fiables pour prendre des décisions éclairées et en temps opportun pour une meilleure gestion des services de santé. Des attestations de reconnaissance, des chihuahuas, des tablettes et des vidéoprojecteurs sont ainsi répartis entre le CCRF de Yorosso et les CESCOM de Bobola Zangasso et de Kabaya dans les districts sanitaires de Koutiala et de Yanfoulila. Journée porte ouverte organisée par Sougou Yiriwa à Bougouni. Le but de cette journée est d'améliorer la visibilité de Sougou Yiriwa. Jafar Aydra. Tirant les leçons de la première édition de 2022 et s'inscrivant dans la logique d'amélioration de la visibilité et les volumes de transactions commerciales, Sougou Yiriwa a envisagé une deuxième édition des journées portes ouvertes dont l'objectif est de renforcer les systèmes de marché dans 46 communes des régions de Koutiala, Bougouni et Sigasso. Il est important de rappeler que le secteur agricole est un pilier essentiel du développement du Mali. Il représente plus de 35% du produit intérieur brut et emploie plus de 80% de notre population active. Il est donc primordial de soutenir les acteurs du secteur agricole en leur offrant des conditions favorables à leur croissance et à leur compétitivité. La distribution des kits à des jeunes et des familles en détresse, à travers la distribution des kits de production de maraîchage, les kits pour l'aviculture, les kits pour l'embouche ovine, les kits pour la nutrition pour les femmes enceintes et des enfants malnutris au niveau des groupes de soutien et de nutrition dans la région de Bougouni. À rappeler que ces journées portes ouvertes constituent un espace d'accès aux informations, d'exposition de technologies et d'opportunités économiques offertes aux acteurs de marché pour améliorer les performances économiques. Parlons culture d'abord avec la 3e édition du festival Bodogola à Yangasso. Cette année, le festival Bodogola est célébré sous le thème « La décentralisation, un vecteur du développement local ». Saloum Konaté. Yangasso est situé à 366 km de Bamako. La ville vit une tradition depuis belle lurette, le Bodogola. Il consiste à présenter au public les jeunes filles respectueuses des us et coutumes jusqu'à l'âge de se marier. Assises avec leur trousseau de mariage, elles n'attendent qu'un prétendant pour sceller l'union maintenant et tout de suite. Ce jour sacré est aussi une occasion pour les 30 villages du cercle de Yangasso de se retrouver et d'échanger sur les voies et moyens susceptibles de développer la localité. D'où le choix du thème de cette édition, la décentralisation, un vecteur du développement local. La particularité de cette année, c'est que nous avons couplé à cette fête la création du cercle de Yangasso. Ça, c'est la première particularité. C'est pourquoi nous avons invité toutes les communes du nouveau cercle de Yangasso. Deuxièmement, c'est que nous avons voulu aussi des visites touristiques. Cette année, nous en avons ajouté un autre village du nord de Djena. Ils ont une jarre traditionnelle qui guérit beaucoup de maladies. Le parrain de cette 3e édition salue les initiateurs du festival qui entrent dans le cadre de la sauvegarde de l'identité culturelle du cercle de Yangasso. C'est ça que je vais donner aux jeunes, c'est de tout faire pour pérenniser le festival. C'est un secteur de développement de notre village. Ça donne une visibilité totale à Yangasso. Bodogola est un événement très important pour le brassage culturel, la promotion de la culture malienne et de la tradition africaine. A noter que ce festival est également un facteur de développement très important pour le cercle de Yangasso.
Les 3 jours d'intenses activités ont permis aux festivaliers de visiter les sites touristiques, notamment l'arbre sacré des Sofloso. Les membres de la commission d'organisation du festival ont témoigné de leur reconnaissance envers les personnes qui ont contribué à la réalisation du festival. La conservation de nos valeurs et la préservation de notre environnement sont au menu de la 8e édition du festival Belenintougou de Somasso dans le Cercle des Blas. L'événement est couplé cette année à la semaine culturelle du mouvement Ensemble pour le Mamala. L'ouverture de l'événement a été présidée par le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Batraoré et Aboukone sont nos envoyés spéciaux à Somasso. Pour l'ouverture de cette 8e édition du festival Belenintougou, Somasso expose sa diversité folklorique. C'est ainsi que tous les instruments de musique traditionnelle qui font l'identité du terroir Mianka sont présentés au public. Un public qui a eu droit au Nyogo, au Kotebama et aux Agré, des folklores qui ont fait et continuent de faire la fierté du peuple Mianka. Depuis plus d'un certain an, nous sommes en train de travailler pour que notre festival réponde à toutes les préoccupations, à toutes les sollicitations possibles en termes d'instruments traditionnels en voie de disparition, en termes d'accoutrement, en termes des us et coutumes et aussi en termes de rassemblement. Cette 8e édition du festival est couplée à la semaine culturelle du mouvement Ensemble pour le Mamala, une association qui a vocation de réunir tous les Miankas du Mali et de promouvoir leur culture. Nous avons pensé que ce que nos anciens ont fait était mauvais, alors qu'au fait, ce n'est pas le cas. Donc nous nous sommes dit qu'il faut se ressourcer. Tous les problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est parce qu'on a carrément ignoré l'histoire. Le festival du Belenintougou accorde une place de choix à l'environnement cette année. Cette vision des responsables du festival est confortée par la présence du ministre en charge de l'environnement à la cérémonie d'ouverture. C'est inédit parce que j'ai vu qu'à l'intérieur des stands de lettres communes sont aujourd'hui plongés dans l'environnement, dans sa protection, mais aussi dans son développement. Et je leur ai dit que tous les problèmes issus des uns et des autres, en ce qui concerne l'environnement, mon département, de nous saisir dans les meilleurs délais, afin que nous puissions, à travers le Fonds Climat Mali, à travers la Direction générale de l'environnement, trouver une solution à ces préoccupations. Le peuple Mianka tient à sa culture et au bon cousinage avec les Sénoufos et les habitants du Ganadougou. C'est ainsi que ses cousins ont reçu des billets de la part de leurs alliés, les Mianka. Ainsi prend fin cette édition. Nous vous présentons nos excuses aux téléspectateurs pour les problèmes techniques survenus en début du journal. Merci pour votre fidélité. Que le bon Dieu nous assiste.